que le printemps, c'est ma saison préférée pour les verres parce que, regarde, les verres sont tous différents. C'est un vert tendre, un vert un petit peu plus foncé, c'est beau, ça sent bon. On vient de sortir de l'hiver. Mais on vient de sortir de la saison des sucres. Puis en plus, les petits verres, comme tu dis, très tendres. Puis écoute, il y a une semaine, c'était pas comme ça. Là. Il n'y avait rien, ou presque, de fougères. Là, ça a bloomé. Ah, c'est ça, la forêt. C'est ça, la nature explose au printemps. C'est beau, vraiment intéressant. Toi, tu as appris plein de choses là, dans ton film. Oui, j'ai appris plein de choses. En faisant ton film, tu as appris plein de choses. On apprend toujours plein de choses hein, quand on fait un film. On va s'installer. Bien, c'est un petit peu pour ça qu'on en fait, je pense. Alors, Pascal Ferland, merci d'être dans la forêt de la sucre à boule, de l'érablière, de l'évaporateur. Mais c'est la forêt de tout le monde, hein, dans la forêt. Alors, on va jaser de ton film que tu viens de sortir l'hiver dernier, cet hiver, ce printemps, dans la forêt, qui a une superbe vie en salle et un peu partout. La première affaire dont j'avais envie de jaser avec toi, c'est, t'as-tu grandi dans le bois? T'es-tu une fille de nature au départ? Pas en tout. Pas en tout. Moi, je suis née au centre-ville de Joliette. En fait, la nature est arrivée tard dans ma vie. Parce que, en fait, peut-être j'ai envie de te faire une petite introduction d'où je viens parce que c'est comme si ça l'a un peu tracé mon chemin, si on veut. Bien, je pense que ça trace le chemin de tout le monde. Mais en fait, moi, je viens justement de la ville et d'un monde de femmes. C'est-à-dire que ma mère vient d'une famille de 6 enfants élevés par une maman monoparentale. Wow. Elle a perdu son père, elle avait à peu près 2 ans. Puis ma grand-mère s'est jamais remariée. Elle a élevé ses enfants en pleine autonomie. Elle avait son jardin, elle avait un cochon, elle avait ses poules, elle égorgeait son cochon elle-même, elle faisait son boudin. Dans le temps qu'on avait le droit de faire ça à Montréal. Non, pas Montréal. Non, excuse-moi, Joliette, moi, je viens de la Naudière. Puis, tu sais, dans ce temps-là, ma grand-mère, on vient des petits villages autour de la Naudière, Sainte-Ambroise. Donc, elle est arrivée à Joliette un peu plus tard dans sa vie. Mais ma mère vient de ça, donc élevée par une femme forte, autonome, etc. Et moi aussi, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment connu mon père. J'ai une sœur, puis j'ai été élevée par une mère monoparentale, une femme justement qui est allée travailler, qui a fait vivre ses enfants. Donc c'est ça mon modèle, c'est ça un peu mon univers. Puis ma mère avait pas beaucoup de sous, donc on vivait au centre-ville de Joliette, était secrétaire comptable, puis elle travaillait dans un magasin d'électronique qui avait une section de films vidéo. Donc, on avait accès au cinéma un peu par la bande. J'ai commencé à voir des films un peu dans ce temps-là, mais il n'était aucunement question que je devienne cinéaste. Moi, je dessinais. Et donc, je dessinais, puis tout le monde me trouvait tellement bonne en dessin que c'est comme si je ne me suis pas posé de questions, puis j'étais allée étudier en art visuel. Puis j'ai adoré mon passage en art visuel. J'ai appris plein de choses. C'est vraiment ça qui a ouvert mon regard sur le monde, qui m'a appris aussi à argumenter autour de l'abstraction. En fait, tu sais, parce qu'on faisait ça à l'université, quand on faisait une œuvre, on était plein de monde, puis on devait expliquer pourquoi on a fait cette œuvre-là, puis on devait se confronter au regard des autres. Donc, ça a été fondateur pour moi, apprendre à argumenter autour d'une œuvre. Mais pendant tout mon parcours en art visuel, je savais que je n'allais pas faire ça. Okay. Je savais que c'était pas ça. T'étais-tu aux Beaux-Arts, là? Oui. Bien, en art visuel, à l'UQAM, là, tu sais. Au 6e étage où on change le monde tous les jours, là. Exact. Okay. Mais, tu sais, tu sais, bon, évidemment, moi, je viens d'une petite ville, même si Joliette, c'est pas très loin de Montréal, ça reste quand même une mentalité de région. Tu sais, c'est pas du tout la même chose. Tu sais, moi, ma mère j'étais une des seules enfants de divorcés au primaire. Tu sais, donc, il y avait ça qui faisait que quand je suis arrivée à Montréal, j'avais tout à apprendre. Puis les arts visuels m'ont tout appris. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment ouvert mon regard sur le monde, en fait. Et donc, je savais pendant tout mon parcours que je ne voulais pas faire ça, mais vers les dernières années de mon bac, j'ai commencé à faire de la vidéo expérimentale. Et je sais que tu vas penser que ça n'a rien à voir avec ce que je fais,
mais ça a tout à voir en même temps. J'allais dire ça ou à peu près. Oui, ça a tout à voir en même temps parce qu'à partir du moment où j'ai découvert la vidéo d'expérimentation, je savais que mon médium, c'était l'image en mouvement. Et donc, là, c'était la fin de mon bac. Et j'avais pas le goût de refaire un autre bac en cinéma. Moi, j'avais le goût de me lancer, j'avais le goût de faire, tu sais. Alors, je me suis... J'essayais de voir comment je pouvais arriver, comment je pouvais, après mon bac, faire du cinéma alors que c'était pas ça que j'avais étudié. Et j'ai rencontré une fille qui étudie en histoire de l'art. On est devenus très amis et elle s'intéressait à l'art brut. OK. C'était ça son champ On arrive à un de tes premiers films. Là, exact. bientôt, là. Mais tu sais, elle, en fait, elle avait, en histoire de l'art, s'intéressait justement aux gens qui n'avaient pas de formation artistique, qui faisaient des œuvres un peu en marge. Et tu sais, aujourd'hui, je te dirais que c'était mon cas aussi, d'une certaine façon. Ouais. Mais je le conceptualisais pas à ce moment-là. Mais moi aussi, tu sais, j'avais ce désir de faire quelque chose, d'apprendre sur le tas, d'arriver au cinéma par la bande. Et donc, ces gens-là, auxquels elle s'intéressait, se sont mis à m'intéresser énormément. Et elle m'a proposé de l'accompagner. Elle venait d'avoir une subvention pour aller faire le tour du Québec. Il y avait un livre qui avait été fait dans les années 70 qui s'appelait Les patenteux du Québec. Puis elle voulait refaire cette route-là. Elle m'a dit, écoute, j'ai besoin d'une assistante, tu viens-tu avec moi? Tu vas prendre des photos, tu sais, on va faire ça ensemble. Puis j'ai trouvé que c'était une opportunité extraordinaire. Je ne savais pas que j'allais faire des films encore à ce moment-là. Puis, donc, on est parti pendant tout un été, on campait, on a vraiment fait le tour du Québec à la recherche de gens qui faisaient de l'art, mais on cherchait des environnements d'art, des choses des œuvres d'art qui étaient faites sur des terrains, c'était un peu abstrait ce qu'on cherchait, mais on a trouvé. Mais dans leur milieu, là, implanté dans le milieu, dans la nature, souvent. Exact. Elle appelait ça des environnements d'art. Okay. Puis je me souviens d'une sensation que j'ai eue. On est arrivé à Saint-Épiphane, donc dans le Bas-Saint-Laurent. Dis-moi pas que tu as eu ton épiphanie à Saint-Épiphane. Exact. Mais voyons donc. C'est quand même incroyable. Rangé par la fille des vues, ça, là. Mais je me souviens qu'on est arrivé en haut d'une butte, puis au loin, on voyait... Il y avait comme... Des cordes à linge avec plein de linge blanc. Tous les bâtiments étaient rouges et blancs. Puis on a dit, mais voyons, c'est quoi? On dirait une installation d'art contemporain. Puis on est arrivé sur ce lieu-là et il y avait une pancarte qui disait « Rendu au moulin à scie », mais écrit de façon très phonétique. Et un petit monsieur qui arrive au loin, on dirait un petit monsieur c'est comme un petit gars de 6 ans, mais qui avait 70 ans, avec une candeur, puis un regard naïf, mais tellement beau en même temps. Et là, on le félicitait sur son travail, on lui posait des questions, puis il disait, c'est vraiment plate, mais il y a eu une plainte parce que lui était zoné vert. Donc, en zonage vert, tu pouvais pratiquer une activité agricole seulement. Et lui, il faisait de l'art sur son terrain, bien qu'il y avait des poules et des cochons. C'était pas suffisant aux yeux du ministère. Donc, il y avait eu je pense que c'était une amende, en tout cas, ou une convocation en cours, puis lui était analphabète, il ne savait pas lire, donc il ne s'était pas rendu, puis il nous annonçait qu'il y avait eu une amende assez élevée, là, genre 10 000 $, puis il ne pouvait pas payer, donc il devait vendre sa terre. Aïe, aïe, aïe. Puis je me souviens que ça m'avait indignée. J'avais trouvé ça épouvantable. Puis je pense que le goût de faire du documentaire est né à ce moment-là. Donc, de cette rencontre-là avec des gens qui avaient le goût de créer et qui ne pouvaient pas le faire à cause de contraintes extérieures à eux-mêmes. Puis moi, je pense que c'est un petit peu la même chose d'une certaine façon. Tu sais, moi, j'avais étudié en art, je savais que je ne voulais pas faire ça, je voulais arriver au cinéma, je ne savais pas comment le faire. Puis c'est comme la rencontre de ces deux univers-là, ma rencontre avec ce sujet-là qui a fait que je suis rentrée dans le cinéma. Wow. Puis ce que j'aime, c'est comme c'est un amalgame ou une belle rencontre entre ton désir de parler d'un artiste ou d'art, de rester un peu dans l'art, mais de dénoncer une situation
qu'il faut dénoncer en quelque part. Il y avait quelque chose déjà d'un peu militant dans ta démarche ou dans ton éclair de vouloir faire du cinéma, non? Absolument. Puis je reviens à ma grand-mère. Moi, j'étais très proche, tu sais, ma mère travaillait souvent, elle était monoparentale, elle travaillait beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère qui m'a gardée, puis moi, j'étais comme l'aînée des petits-enfants. Et ma grand-mère, c'est une femme très intelligente. C'est une femme qui aurait rêvé d'étudier, mais elle n'a pas pu le faire. Puis donc, elle était aussi politisée. Bon, on n'avait pas les mêmes vues politiques, ce qui engageait des fois des conversations assez intéressantes, mais elle travaillait comme bénévole pour le Parti libéral. Puis une des raisons pourquoi elle faisait ça, c'est que sa grande idole, c'était Thérèse Casgrain. Ah, ben oui, OK. Parce que quand le droit de vote des femmes est arrivé, c'était en 1940 au Québec, si je ne m'abuse. 44 ou 48, c'est arrivé tard. C'est arrivé 24 tard. au fédéral, 1940 au provincial. 40, oui. Elle avait 24-25 ans. Et donc, tu sais, puis aussi, comme je t'expliquais, elle ne s'est pas remariée. Puis une des raisons pourquoi elle ne s'est pas remariée, c'est que son mari, je ne dis pas que tous les maris de l'époque étaient comme ça, mais tu sais, elle avait l'impression d'avoir un enfant supplémentaire, tu sais, à s'occuper, parce qu'elle faisait tout. Tu sais, elle faisait tout. Son mari allait travailler, bien sûr, mais il revenait le soir, puis elle était obligée de faire à manger. Puis Je pense elle que s'est ça a dit... été le cas de bien des femmes du Québec pendant bien longtemps. Exact. Puis elle s'est positionnée contre ça. Elle s'est dit, moi, je ne me remarie pas. C'était ça son pouvoir. Il était assez limité. Mais elle m'expliquait ça. Puis elle m'a dit, moi, là, j'ai toujours rêvé d'être comme Thérèse Casgrain. Wow. Et donc, imagine mon modèle. Tu te fais dire ça, là, ouais. Tu sais, moi, j'étais une jeune adolescente. J'avais ces conversations-là avec ma grand-mère qui m'expliquait d'où elle venait, à travers quoi elle avait passé. Donc, je pense que, sans le savoir, j'avais une conscience politique. Une conscience très aiguë aussi de ma place dans le monde par rapport aux autres, parce que je n'ai pas d'un milieu aisé non plus. Ma mère a travaillé très fort pour que j'aille à l'école privée, mais comme je venais d'un milieu qui était justement pas très aisé, moi, je me faisais pitcher des élastiques au secondaire, là, tu sais. Donc, une conscience aussi des classes sociales, des différences de ma place aussi. Ma place n'était pas élevée dans la hiérarchie sociale. Donc, toutes ces conversations-là aussi que j'avais avec ma grand-mère, je pense que ça m'a beaucoup forgée. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je ne me sentais pas à ma place dans les arts visuels. J'aimais les arts visuels parce qu'il y a aussi une possibilité de prendre sa place politiquement. Mais je pense que j'avais le goût du social. J'avais le goût de donner la parole à des gens peut-être qui ont moins la possibilité de l'avoir. Je pense que c'était ça que j'avais besoin, qui me manquait dans les arts visuels puis que j'ai vraiment trouvé dans le documentaire. Puis ça s'est comme passé pas mal à Saint-Épiphane. Je ne savais même pas que ce nom de village-là existait. C'est beau, hein? C'est magnifique. Quand même. Non, mais tu dois probablement être une des seules, en tout cas, à ma connaissance, qui a eu son épiphanie. À Saint-Épiphane. Qui a forgé ta vie d'artiste et de cinéaste à Saint-Épiphane. Exact. Il faut le faire. Et ça a donné, on pourra en parler plus tard, et ça a donné ton très beau film, L'éternité. L'immortalité. L'immortalité. Pourquoi j'ai toujours l'éternité? C'est presque pareil. Ouais, L'immortalité, en fin de compte. Oui, exact. Quel beau titre, quel beau titre. Mais ça vient pas de moi. C'est un des personnages du film qui le dit. Puis, en fait, oui, c'est tellement beau parce que au moment où il dit ça, il prend un pas de recul. Il est en train de regarder une œuvre que son beau-père a faite, qui est mort. Puis, il réfléchit. Puis, il dit, je me demande bien pourquoi il faisait ça, le beau-père. Puis, il réfléchit, il prend un pas de recul. Il dit, ça doit être pour avoir l'immortalité, en fin de compte. Ouais. Puis, on dirait que exactement pourquoi on crée, pourquoi... Laisser des traces. On veut laisser des traces. On laisse des traces. Vont-elles être permanentes ou pas? On ne le sait pas, mais on laisse des traces. Ouais. Mais là, je réalise quelque chose parce que, en préparant la rencontre avec toi, moi, ce qui me fascine dans ton parcours, c'est qu'il y a une espèce de, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, d'hétéroclisme. Il y a quelque chose d'hétéroclite dans les sujets au niveau des thématiques de départ que tu abordes. Tu sais, bon, oui, il y a eu ton tout petit film de Palmerino, mais où il est question aussi d'un monsieur avec un peu un original. Bon, L'immortalité en fin de compte, Adagio pour un gars de Bessic, Pauline Julien, intime et politique. Et là, dans la forêt, je trouvais que, wow, je suis admiratif du fait que tu t'intéresses à des choses en apparence différentes et variées. Mais là, je réalise en t'écoutant par rapport à tes débuts, quand quelque part dans la forêt, parce qu'on revient à la forêt,
Ben, c'est comme si, ça me semble être un amalgame de tes différents champs d'intérêt et de passion, mais emmagasinés dans un même film. Dans le sens que, tu sais, dans la forêt, il est question d'art, il est question de regard artistique sur l'environnement, il est question de scientifique, il est question, par petites touches, de positionnement politique, si je peux dire, par rapport à notre rapport à la forêt, le rapport macroéconomique à la forêt. Il y a tout ça, il y a plein de sujets qui sont abordés dans la forêt. C'est comme si tout à coup, est-ce que c'est pas le résultat dans la forêt de justement, de ton parcours de cinéaste qui t'a amené à faire ce film-là? Pourquoi tu as eu envie de faire ce film-là? Bien, je Elle pense était que... longue, ma question, hein, je non, m'excuse. non, non, mais je pense que tu as compris d'une certaine façon. C'est que, bon, moi, en fait, j'ai fait mes armes. J'ai appris à devenir cinéaste en faisant mes films sur l'art brut. Puis c'est quelque chose que j'ai rationalisé plus tard, c'est-à-dire que moi-même, je me sentais en marge du monde, je me sentais à côté du monde pendant longtemps parce que, tu sais, comme je te disais, je viens d'un milieu quand même assez modeste. Euh, puis bon, tu sais, j'ai eu peut-être à lutter un peu plus fort que d'autres pour arriver à mes fins. Et donc, j'avais besoin de faire mes armes. Tu sais, le cinéma, quand même, c'est technique. Tu sais, t'as beau avoir des idées, si tu maîtrises pas la base, t'es pas cinéaste. Donc, cet ami-là, d'une certaine façon, m'a fait entrer dans un monde qui m'inspirait, auquel je m'identifiais. Fait que j'ai fait 3 longs métrages autour de cette thématique-là. Puis une thématique, en fait, qui m'a fait rencontrer René Bail. Parce que quand j'ai rencontré René Bail, je te parle de ça avant d'arriver à la Pas de forêt, parce problème, que pas de c'est problème. vraiment On jase, hein? progressif. Hein, On n'a tu pas sais. besoin d'être trop rigoureux, trop structuré ou trop thématique. On jase. On a le On bois en jase. plus, fait que il Ben n'y a pas de oui, problème. exact, avec les petits oiseaux. Alors, c'est ça, quand j'ai rencontré René Bail, c'est un cinéaste qui est, bon, un grand brûlé. C'est quelqu'un qui a été fondateur dans l'histoire du cinéma québécois parce que c'est lui qui a fait le premier film en joual au Québec. Et donc, un des premiers cinéastes indépendants. Il a fait lui-même sa caméra, lui-même son son, à une époque où les caméras pesaient une tonne, puis où tu sais, les enregistrements sonores étaient complexes et lourds. Donc, il faisait tout. Il a fait l'image. Après ça, il a pris le son. Puis après ça, il a synchronisé son image. Il a développé la pellicule lui-même. Donc, Incroyable. c'est quand même à cette époque-là quelque chose d'incroyable. Et quand il a fait Les Désœuvrés, il avait présenté son film à des cinéastes importants de l'époque, Michel Brault, Jean-Pierre Lefebvre, Claude Jutras, qui avait décrété que c'était un chef-d'œuvre et un film vraiment important. Mais pour René, son film n'était pas encore terminé. Il n'avait pas fini le mixage comme il voulait le faire. Mais entre-temps, il y a eu un accident de moto. Donc, il l'a brûlé sur 80 de son corps. Il a passé 1 an et demi en réhabilitation à l'hôpital. Et pendant ce temps, il pensait toujours à son film, comment il pouvait l'améliorer, comment il pouvait travailler le son. Tu sais, passer 1 an la tête en bas sur une planche à guérir des blessures, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui a développé son univers intérieur beaucoup, beaucoup. Quand je rencontre René, c'est à travers une projection qu'il avait organisée dans sa cuisine des Désœuvrés. C'est Richard Brouillette qui m'avait introduit à René Bail. Et quand j'ai vu ce film-là, j'ai dit, René, il faut absolument faire un film sur toi. Richard y avait déjà proposé, puis il ne voulait pas. Bien évidemment, il avait l'air d'un monstre. Et à ce moment-là, il était aussi atteint d'un cancer. Il savait que, probablement qu'il allait mourir de ça. Donc, il n'était pas question de faire un film. Mais Stéphanie Côté de la Cinémathèque, qui travaillait aux archives, appelle René à un moment donné. Elle venait de retrouver des bobines son des Désœuvrés qui avaient été égarées depuis 30 ans. Parce qu'il n'avait jamais réussi à terminer son film. Hein? Non, c'est ça. J'ai oublié de dire que pendant qu'il était à l'hôpital, des bobines son avaient disparu. Fait que quand il est sorti de l'hôpital pour faire son film avec tout ce qu'il avait réfléchi depuis toutes ces années-là, il n'avait pas pu le faire. Les bobines avaient été égarées. Et donc, 30 ans plus tard, alors qu'il est atteint d'un cancer, il reçoit un appel de Stéphanie Côté qui lui dit qu'elle a retrouvé les bobines son des Désœuvrés dans des vieilles cannes de films russes. Wow. Donc, quelqu'un les avait cachés là. Et là, René, ça l'a... Écoute, son cancer s'est résorbé. Il n'a pas guéri du cancer, mais son cancer s'est résorbé.
Et donc, il a attaqué la finition des désœuvrés avec Richard Brouillette. Et moi, je suis en train de finir l'immortalité en fin de compte. Fait que je disais à René, écoute, t'as pas fait de mixage sonore depuis 1959, là. Ça a beaucoup changé depuis. Fait que veux-tu venir à mon mix? Il est venu à mon mix, il a vu l'immortalité en fin de compte, il s'est identifié au personnage, puis il m'a dit, s'il y a quelqu'un qui va faire un film sur moi, c'est toi. Wow. Pendant qu'il finissait les désœuvrés. Wow. Ça, tu touches à quelque chose de tellement précieux en réalisation documentaire puis en rapport qu'on développe avec, on a l'habitude de dire un peu innocemment nos personnages, mais ça devient ça en quelque part. C'est extraordinaire, imagine. Et là, c'est une rencontre. Ça, c'est ça, c'est d'abord une rencontre. Ouais. C'est extraordinaire, ça. Wow. Fait que, tu sais, moi, ça m'a touché, premièrement, énormément. C'était mon premier long-métrage, L'Immortalité en fin de compte. René, c'est un cinéaste mythique. Maintenant, comment on fait un film sur quelqu'un qui est complètement défiguré? Ça, je ne savais pas encore, mais je savais qu'il fallait faire un film sur ce gars-là parce qu'il y avait un univers tellement fort, un récit tellement fort. Donc, j'avais ça, cette entrée-là vers ce gars-là. J'ai fait des demandes de subventions, j'ai obtenu les subventions, on a commencé à tourner. Et là, au début, je le remarque aujourd'hui, j'avais une pudeur dans ma façon d'aborder René. Je tournais premièrement sur trépied, j'étais loin de lui, on était toujours dans la pénombre, puis René était vraiment chiant. Parce qu'il était conscient de ce qu'il projetait comme image, puis il était toujours en train de me dire quoi faire. Mets pas ta caméra là, fais ci, fais ça. Il voulait réaliser à ta place un peu, là. Oui. Puis là, à un moment donné, je me suis fâchée, puis j'ai dit, René, là, t'es vraiment fatigant, si tu me laisses pas faire le film, on arrête. Puis il m'a dit, OK, on arrête. Alors... Mais ça prend du cran pour faire ça. Oui, mais... Parce que moi, je dis souvent aux étudiants, nous, les documentaristes, on est un peu, je le demande guillemets, on est un peu des quêteux professionnels. Pourriez-vous faire ça? Pourriez-vous nous raconter ça? On pourrait-tu tourner là, tel matin? Oui, si vous voulez pas, OK, on va le faire autrement. Il faut avoir du cran pour dire, hey, moi, j'aurais pas été capable de dire ça, là. Oui, mais moi, j'ai eu la grand-mère que j'ai eue. Je pense qu'il m'a appris à prendre ma place, je pense. Elle m'a appris à mettre mes limites, je pense. Puis là, en tout cas, des fois, j'ai besoin de mettre mes limites. Alors, je lui ai dit ça, mais lui, en même temps, il a fait pareil. Il m'a dit, OK, on arrête. Mais pendant 1 an, j'ai pas pu tourner, là. Fait que je pensais que je perdais. C'était un film financé. Je pensais que j'avais perdu mon sujet. Alors là, j'attendais. Puis pendant ce temps-là, ils continuaient de travailler, Richard et René, sur la finition des désœuvrés. Fait que j'ai manqué 1 an de travail. Aïe, aïe, aïe. 1 an le plus tard... tannant, le vlimeux. Ah non, mais il m'a eu, mais en même temps, il fallait que j'assume, tu sais. Fait que là, j'assumais, mais là, j'essayais de voir qu'est-ce que je pourrais faire avec les institutions dans ce cadre-là. Puis je repoussais en me disant, un moment donné, il va me rappeler. Bien, un moment donné, il m'a rappelé. Puis il m'a dit, écoute, je réalise que tu me manques. Je réalise que c'était le fun, ce qu'on est en train de faire ensemble. Et là, je vais te donner carte blanche. Wow. Puis là, j'ai dit, mais René, si tu me donnes carte blanche, tu me donnes vraiment carte blanche. Puis il m'a dit, oui, j'ai pensé, ça fait 1 an que je réfléchis, je vais te donner carte blanche. Et il a respecté sa parole. Puis à partir de là, écoute, j'allais chez René, puis René, aller chez lui, c'était quelque chose, là. Ça puait. C'était pas quelqu'un qui faisait le ménage. Tu sais, vraiment, j'ai tourné avec des directeurs photos. Tu sais, il y en a plein qui m'ont abandonné parce qu'ils sortaient avec des hauts le cœur. À ce point-là. Oui, oui. Puis à un moment donné, il fallait que Richard aille faire le ménage avant qu'on tourne parce que c'était trop horrible, l'odeur. Tu sais, bref. Mais à un moment donné, tu sais, puis aussi, il y a une chose bien importante que je dois dire parce que ça l'a conditionné toute mon approche documentaire après, c'est que les premières fois que je voyais René, avant de commencer un film avec quelqu'un, on apprenait à se connaître, on se parlait. Puis, il y avait quelque chose qui me dégoûtait parce que René, premièrement, il était vraiment pas beau à voir. C'était vraiment un monstre. Puis, à cause de son accident, il n'y avait plus de cavité au niveau des narines puis au niveau des paupières. Fait que quand il mangeait, il y avait des liquides qui tombaient dans son assiette. Aïe, aïe, aïe. Puis ça me levait le cœur. Mais... Vraiment. Puis là, tu sais, je te dis ça, là, c'est vraiment vrai. Je revis physiquement ce que ça me faisait, là. Je me disais, je ne serais jamais capable de faire un film sur ce gars-là. Mais plus j'apprenais à le connaître et plus cette première appréhension-là disparaissait. C'est vraiment fou, là. Ouais. Et plus j'arrivais à me rapprocher de lui. Fait que je le vois dans mes rushs. Au début, il est tourné dans la pénombre.
je suis loin. Puis à partir du moment où il y a eu cette pause d'1 an, puis qu'on est revenu, là, ma caméra se rapproche. On dirait que je me fous aussi tu sais, qu'il ne soit plus dans la pénombre. On dirait que je ne le vois plus de la même façon. C'est très étrange. Et on a tourné pendant 3-4 ans, certainement, jusqu'à la sortie des Désœuvrés à la Cinémathèque québécoise, là, qui a fait la clôture des rendez-vous du cinéma québécois. Mon film s'est arrêté là et j'ai commencé le montage. Et là, le cancer de René est revenu. Et il était à l'hôpital. Fait que moi, j'avais un sentiment là, de vouloir monter le film rapidement pour qu'il puisse le voir avant de mourir. On s'appelait souvent, puis je disais comment ça va, puis là, il me disait non, ben là. Puis il me disait qu'il allait pas bien, mais il riait au téléphone. Il y avait une jaunisse hallucinante qui était jaune, là, moutarde, tu sais. Puis quand je disais ça, il me faisait pit, pit, je suis comme un serin, tu sais. Il y avait un humour qui continuait d'avoir. Il était comme le fait d'avoir terminé les désœuvrés, c'est comme s'il avait accompli tout ce qu'il avait accompli dans sa vie, puis que là, il partait hyper sereinement. Mais moi, je voulais lui montrer le film. Ben oui. Fait qu'on a organisé, une fois qu'on a eu un premier montage, on a organisé un hommage à René. Il y avait Arthur Lamotte qui était là, Jean-Pierre Lefebvre, Michel Brault. Wow. Il y avait tous les cinéastes importants de cette époque-là qui étaient encore vivants à l'époque, qui étaient venus aux soins palliatifs. Et on avait organisé donc cet hommage-là. Puis René a pu voir le premier montage. Puis il m'a donné sa bénédiction. Et quand j'ai trouvé le titre aussi du film, Adagio pour un gars de Bessic, parce qu'il faut dire que René il est mort d'un accident de moto, il tripait. Tu sais, il était content du travail que j'avais fait. Il m'a dit qu'il avait bien fait de me faire confiance. Fait que, tu sais, c'est comme si on avait clos cette relation-là. Puis René, il est mort dans mes bras. Okay. Fait que tu comprends. En fait, parce que. Mais là, tu as fait un lapsus intéressant. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film encore, Adagio pour un gars de Bessic, un superbe film. Il est mort une première fois. Le premier René est mort dans un accident de exact. moto. Okay. Il est mort d'un. Tu sais, en fait, c'est un accident de moto, c'est ça. Il n'est pas un mort, passionné mais de moto. Il était grand brûlé et tout. Chez lui, il avait gardé une moto de 1950 qui était là dans son salon. Tu sais, une moto de collection, mais qui était sa moto à lui. Ouais. C'est vraiment. C'est pas parce qu'il y a eu un accident qu'il avait arrêté d'aimer la moto. Ouais. Puis c'est aussi, il me disait, moi, quand je faisais de la moto, je voyais des scènes. Quand je roulais en dessous des arbres, je voyais la lumière qui passait au travers les branches. Puis, tu sais, il dit, ça m'emplissait de joie puis de désir de tourner. Je voyais, quand j'étais sur ma moto, j'avais l'impression de faire des travelling. Tu sais, il associait la moto au cinéma. Ouais. Et il a été aussi figurant dans beaucoup, beaucoup de films de l'époque. C'était le moteur de service dans À tout prendre, par exemple. Il a tourné aussi dans un film de Mireille Dansereau. Tu sais, donc, c'est quelqu'un quand même qui a marqué le cinéma et qui m'a appris énormément. Parce que c'est là, tu sais, j'ai fait un grand détour pour répondre à ta question. Puis il est mort dans tes bras. Il est mort dans mes bras. Je veux plus faire de films dans l'intime avec des gens. Ça m'a trop bouleversée. Ouais. Je veux plus faire ça. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que, puis tu sais, ce que tu racontes là, c'est qu'un tournage nous transforme. Tu as évolué, tu t'en es aperçu en visionnant les rushes du film avec Adagio pour un gars de Bessic, René Baille. Donc, tu t'es vu transformer, ton rapport à lui s'est transformé, tu l'as vu à travers tes images, mais d'un film à l'autre aussi, tu te transformes et on se transforme. C'est fascinant, ça. Tout le temps. On apprend des choses, on change à travers les films qu'on fait. Moi, j'ai l'impression de ne pas faire des films sur des sujets. C'est pas les sujets qui m'intéressent. C'est comme une démarche que j'ai entreprise avec la fin de mes études en arts visuels. C'est comme à partir de là, j'ai une démarche. C'est une démarche de cinéma. C'est comme une réflexion d'un film à l'autre. Je suis toujours en train de réfléchir à comment moi j'aborde le cinéma. Fait qu'évidemment, c'est lié à qui je suis, d'où je viens, les rencontres que j'ai faites. René a été fondateur. C'est pour ça que j'ai pris le temps de raconter cette histoire-là parce qu'on a parlé de cinéma, on s'est confrontés. René il avait une position très stricte. Lui, là, quand il écrivait un scénario, pour lui, il n'y avait pas une virgule à déplacer. Puis on avait
des échanges à propos de ça. On s'obstinait. On pouvait parler des heures et des heures et des heures. Puis c'était un grand lecteur aussi. D'ailleurs, tu sais, un des livres, il y a une scène dans Adagio pour un gars de Bessic où René lit une séquence dans un livre puis il se met à pleurer, tu sais, abondamment. Et c'est un livre de chevet pour René, puis j'en ai hérité, en fait. C'est un livre qui m'a donné sur son lit de mort, qui est très, très important, qui s'appelle Hypatie ou La fin des dieux de Jean Marcel. Et quand je montais le film, tu sais, quand j'ai tourné, je disais, René, lis-moi le passage qui est le plus important pour toi parce que c'est ton livre de chevet. Donc, c'est un livre qu'il lit régulièrement, qu'il connaissait par cœur. Puis je voulais comprendre pourquoi c'était un livre important pour lui. Puis quand j'ai demandé de lire un passage, puis qu'il s'est mis à pleurer, c'était effrayant parce que René, quand il pleurait, il y avait, tu sais, comme je disais, il n'y avait plus de paupières, il n'y avait plus rien, fait que ça tombait. Et c'est un déluge de larmes. Fait que je ne pouvais pas mettre ça dans le film, c'était trop. C'était trop de larmes, trop de douleur. Puis là, je ne comprenais pas pourquoi. Puis avec René Roberge, qui a monté presque tous mes films, on regardait les roches, puis un moment donné, René, il dit, écoute, écoute ce qu'il est en train de lire. Ce qu'il était en train de lire, c'est qu'il était en train de revivre son accident. C'était un passage sur le feu, sur quelqu'un dont les orbites, qui regarde trop le soleil puis dont les orbites prennent en feu. C'est hallucinant. Yoï. Et toute son œuvre, après, je regardais les archives, il a filmé des couchers de soleil. Toute sa vie, dans tous ses films, il y avait des couchers de soleil très, très forts et il me lit ça. C'est devenu un passage très important dans le film où là, tu sais, toute la métaphore de l'accident prend forme, mais où j'ai compris beaucoup de choses sur le cinéma, en fait. Comment faire, tu sais, d'une expérience, parce que souvent, on vit des choses où on fait des choses de façon très, très inconsciente. Mais ça vient toujours de quelque part. Puis tu sais, quand je disais que probablement j'ai fait des films sur les... J'ai connecté avec les gens qui faisaient de l'art brut parce que moi-même, j'avais pas d'éducation au cinéma, puis j'essayais de trouver un chemin créatif pour le faire. Je l'ai conscientisé beaucoup plus tard, tu sais. Je me suis dit, hey, peut-être que c'est pour ça que je m'intéressais à ça. Donc, le cinéma, c'est ça. Tu sais, c'est des choses qui sont intangibles, puis qu'on a besoin de faire vivre par la métaphore, par la lumière, par l'image, par la musique, pour les comprendre finalement. Fait que, tu sais, tout mon chemin, finalement, cinématographique, je pense que je suis à la recherche de ça, finalement. Wow, j'adore ça. Puis, d'ailleurs, en parlant d'Adagio pour un gars de Bessic, je tiens à te remercier parce que ce type-là, moi, j'ai fréquenté quand même pas mal la Cinémathèque fin des années 90, début des années 2000, et il était tout le temps là. Tout le temps. Tout le temps. Avec un côté où, comme tu disais, parce qu'il n'y avait pas de paupières, il y avait un visage un peu brûlé, tout ça, mais il était toujours souvent dans la première rangée. Et peu importe le film qu'on allait voir, film populaire, film d'époque, film d'auteur, film, bon, documentaire, fiction, il était presque tout le temps là. Et Exact. moi, je me disais, on s'était peut-être adressé à parole une fois, mais bon, il était un peu intimidant, puis je voulais pas le déranger, Très. je voulais pas avoir l'air du gars qui voulait être cool avec l'handicapé de la place. Tu sais, je dis des choses un peu crûment, je m'excuse, mais c'était ça, tu sais, j'étais, bon. Mais je me disais, ce gars-là, c'est quoi son histoire? J'étais fasciné parce que je voyais bien que... Puis en plus, des fois, j'avais assisté à quelques conversations qu'il y avait après des films, puis il était là, puis il posait une question, il commentait, puis j'ai dit, tabarouette, OK, C'est un érudit. C'est un érudit, puis c'est un dictionnaire de quelque chose, du cinéma, ce gars-là. Là. Exact. Et quand j'ai vu ton film, puis j'ai compris son histoire, son rapport au cinéma, son rapport aux pionniers du cinéma, j'ai fait comme, ah, merci Pascal de nous avoir fait connaître cette personne. Je te remercie encore aujourd'hui parce que c'est un film important que tu as fait. T'sais. Mais moi, je le remercie, lui, tu sais, de m'avoir donné une entrée à son univers parce que ce qui est intéressant de René, puis encore une fois, tu sais, bon, lui s'est identifié au personnage de l'immortalité en fin de compte, mais moi, je me suis aussi identifiée à René, puis c'est pour ça, je pense qu'il a été si important. Ça a été mon prof de cinéma. J'ai pas étudié en cinéma, mais René a été mon prof de cinéma, puis tu sais, moi, j'ai appris à faire des films en regardant les films des autres. Je suis une grande cinéphile. J'allais voir, là, j'étais boulimique de cinéma, surtout à cette époque-là. Et René, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui-même a appris à faire des films en allant voir les films des autres, mais à répétition. Il me racontait que quand il était plus jeune, premièrement, il s'intéressait à la bande dessinée. Donc déjà, la bande dessinée, c'est du cinéma. C'est très cinématographique. Exact.
Et lui, il allait au cinéma. Il me disait qu'il se cachait entre les rangées. Disons, il allait voir un film. euh, et là, il analysait le film. Et là, il se disait, OK, j'ai pas fini de l'analyser. Donc, il se cachait entre les rangées. Puis là, bon, le gars venait faire le ménage un petit peu. Puis là, le film repartait pour la deuxième représentation. Et René passait sa journée à revoir toujours le même film Wow. et à essayer de comprendre comment ce film-là était monté, comment telle scène avait été tournée. Et ça m'a enseigné énormément de choses. À partir du moment où il m'a dit ça, j'ai fait, ben oui, il n'y a pas d'autre façon de comprendre comment le cinéma est fait que de se positionner par rapport au travail des autres, puis d'essayer de comprendre comment ils font. Puis je dis ça à mes étudiants aussi. Tu sais, j'enseigne aujourd'hui à l'INIS, puis je dis toujours ça à mes étudiants. Allez voir le plus de films possible. Il n'y a pas d'autre façon. Là, je vais vous donner des outils, mais je pense que vous n'arriverez pas à comprendre vraiment tant que vous n'aurez pas vu 1000 fois le même film et que vous en aurez pas fait une analyse profonde. Mais aussi, ce qui est beau avec le documentaire, je dis, même avec la fiction, c'est qu'on se positionne par rapport au monde. On se positionne par rapport à un regard. Et on peut justement argumenter ou même voir, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec les films qu'on voit. Tu sais, des fois, on les aime pas, mais pourquoi on les aime pas? C'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on les aime ou pourquoi on les aime pas, puis essayer de mettre des mots sur ça. Je pense que ça nous aide à comprendre notre propre démarche puis à comprendre notre propre univers en faisant ça. Complètement. Mais ce qui est fascinant, c'est que faut se positionner en tant que cinéaste qui fait un film, mais aussi en tant que spectateur qui regarde un film, qui regarde un documentaire. Je pense que le positionnement dont tu parles, il est probablement, je ne veux pas comparer la fiction au documentaire, j'ai toujours évité ça, mais parce qu'on est probablement, entre guillemets, comme spectateur, plus facilement interpellé parce que c'est quelque chose qu'on sait qui vient du réel, qui appartient au réel, que ce soit notre réel ou un réel qui est extérieur à nous, mais parce qu'on sait que c'est une certaine forme d'authenticité, ça nous force à nous positionner en tant que spectateur. Que ce soit une histoire, un personnage attachant ou une histoire touchante ou quelque chose qui est révoltant, il faut qu'on se positionne. Exact. Puis moi, je sais que c'est peut-être la même chose pour toi. Quand je prépare un film, quand je fais un film, quand je pense à un film, j'essaye toujours de, c'est quoi la position que je vais prendre? Mais aussi en essayant d'essayer de faire confiance à l'intelligence du spectateur, de la spectatrice, qui va aussi se positionner par rapport au film. Tu sais, c'est un échange. Moi, je le vois vraiment comme ça. Puis, tu sais, tu dis, j'essaie de pas comparer le documentaire à la fiction. Dans la façon de faire, je suis d'accord, sauf que ça reste du cinéma. Exactement. Il y a plein de similitudes. Là. Il y a plein de similitudes. Là. Puis, tu sais, l'idée, moi, ce que j'essaie de faire, tu sais, je te parle de ma démarche cinématographique, c'est d'essayer de créer un lien avec le spectateur, puis d'essayer de faire comprendre des choses. Tu sais, avec Dans la forêt, puis même, je te dirais que ça, c'est arrivé aussi avec Pauline Julien, parce que peut-être avant de parler Dans la forêt, j'ai envie de te parler de Pauline Julien. Allons-y. J'aime ça comment tu vas dans l'avancée de ton parcours de cinéaste, c'est parfait. Bien, c'est parce que c'est comme si un film, il y a vraiment une progression dramatique. Il y a une progression narrative, en tout cas, dans mon parcours. Tu sais, je disais que ma grand-mère avait été importante pour moi. C'est un beau modèle féminin. Encore une fois, quand j'ai fait L'immortalité en fin de compte, quand j'ai fait, je l'appelle ma première trilogie, qui était un peu mon école du cinéma, j'ai rencontré une spécialiste de l'art brut qui s'appelle Pascale Galipeau. Pascale Galipeau, c'est la fille de Pauline Julien. Et quand je l'ai rencontrée, Pauline venait de mettre fin à ses jours. Donc, j'étais pas encore une cinéaste. J'ai Palmerino, qui est un film que j'ai fait un peu de commande, en fait, que j'inclus pas nécessairement dans mon parcours parce que c'est vraiment le premier film que j'ai fait pour cette amie-là, tu sais, qui faisait, tu sais, bon, qui s'intéressait à l'art brut, etc. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré Pascale Galipeau, donc, qui était une spécialiste de Palmerino et d'autres artistes d'art brut à Montréal. Et donc, quand j'ai su que c'était la fille de Pauline Julien qui venait de mourir, je me suis dit, ah, mais Pauline Julien, c'est une femme inspirante. Je la connaissais très peu, en fait, parce que c'était plus la génération de ma mère.
Puis surtout, vers la fin de sa vie, elle était un peu perçue comme une has-been, un petit peu, là, tu sais. Ses années de gloire étaient derrière elle, puis moi, je les connaissais pas, ces années de gloire. Moi, je connaissais la Pauline plus des années 80, là, tu sais. Plus impliquée politiquement, probablement, à ce moment-là. Ouais, fait que je savais que c'était quelqu'un qui était impliqué politiquement, qui avait été très, très marquante pour la génération de femmes qui me précédait, mais je la connaissais peu et j'avais eu cette idée d'explorer un peu le personnage pour faire un film. Mais tu sais, j'étais vraiment à mes débuts. Mais à l'époque, Pascal m'avait mentionné qu'elle avait mis toutes les archives sous scellé pour une dizaine d'années parce que c'était trop douloureux pour elle. Évidemment, sa mère était morte par suicide. Fait que j'avais oublié ça. Puis autour de 2014, je revisitais mes carnets. Je faisais du ménage, puis je revisitais mes cahiers de notes, puis je suis tombée sur ça. Et là, je me suis mis à faire un petit peu de recherche sur Pauline, puis là, elle m'a fait penser à ma grand-mère. Puis je me suis dit, ah, il y a quelque chose, tu sais, dans... puis ma grand-mère aussi était décédée peu de temps avant. Donc, j'avais envie de faire un film sur une femme, un peu en hommage à cette grand-mère-là qui m'avait tellement marquée. Donc, ça vient de là. Et bon, je m'étais dit aussi que j'avais envie de faire un film dans des bonnes conditions. Fait que j'étais allée voir l'ONF pour me produire aussi parce que, sachant que c'est un film d'archives qui allait coûter cher, qui allait demander beaucoup de ressources, puis un personnage historique comme ça, je me suis dit que l'ONF pouvait être intéressant. Donc, je suis allée dans ce cadre-là un peu plus rigide, qui ne me ressemblait pas, là, parce que moi, j'avais fait du cinéma un peu en toute liberté. J'étais arrivée un peu de cette façon-là. Mais je pense que j'aurais pas pu faire Pauline si je ne l'avais pas fait à l'ONF. Donc, c'est comme une espèce de pivot dans mon parcours, je dirais, ce film-là. Mais c'est un film aussi à travers lequel j'ai vraiment, comment dire, concrétisé toute cette réflexion-là que j'avais sur le cinéma depuis mes études en art, tous ces échanges-là que j'ai eus avec René Bail à propos du cinéma, de la métaphore, de l'univers intérieur d'un personnage, je l'ai mis en pratique dans Pauline, en fait. Quand j'ai fait cette recherche-là, c'était une grosse recherche qui a duré à peu près 2 ans. Tu sais, le fonds Pauline Julien, c'est 70 boîtes à la BANQ. Il y avait toute la correspondance entre Pauline et Gérald. C'est 32 ans. Gérald Godin, oui. Oui, 32 ans de correspondance. C'est au moins 500 lettres manuscrites. Tu as tout lu ça? Bien, au moment où j'ai découvert ça, j'essayais de les lire, mais tu sais, on n'est plus habitué de lire des lettres manuscrites. C'était super dur. Puis je me disais, comment je vais faire? J'aurais pas assez de 2 ans pour tout lire ça. Puis il y a une étudiante à la maîtrise qui faisait un mémoire sur les correspondances entre Pauline et Gérald, parce que Pascal a publié un petit livre, là, La renarde et le malpeigné. Oui, je me souviens de ce autour de livre-là. 2010, je pense qu'elle a publié titre, ça. Très beau titre. Ah oui, tellement. Et donc, c'est un extrait de la correspondance. Et cette jeune femme-là, Emmanuelle Germain, a fait donc un mémoire. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai entendu dire que tu faisais un film sur Pauline. Moi, je suis en train de faire un mémoire sur la correspondance. As-tu besoin d'aide? J'étais en train de me dire que c'était hallucinant, tout le travail de décryptage. Fait qu'elle, elle arrivait au moment où elle me disait, ben moi, je suis obligée de les décrypter pour mon mémoire. Et donc, elle a fait ça pour moi. Wow. Et ce qui était merveilleux, c'est que pendant le travail, je disais, écoute, Emmanuelle, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que Pauline, parce que j'ai découvert Pauline, moi, en faisant ce film-là, je ne la connaissais pas tant que ça. Je me suis rendu compte que c'était un personnage qui était intrinsèquement lié à une époque charnière de l'histoire du Québec. Et donc, c'est là que le cinéma embarque dans ma réflexion. En fait, c'est comment on fait pour lier, tu sais, faire un lien cinématographique entre un personnage réel qui a vraiment existé, qui a milité, qui a été intrinsèquement lié à cette époque-là, pour que ce personnage-là, finalement, puisse devenir l'incarnation de cette époque-là.
Fait que c'était ça mon défi cinématographique avec ce film-là. Tu sais. Avec un personnage qui, au moment du début de ton tournage, évidemment, elle est décédée. Donc, tu ne peux pas faire d'entrevue avec elle. Oui, tu as un fond d'archives incroyable, mais tu as une ligne. Ce que tu viens de nous résumer là, c'est comme ta ligne directrice, en quelque part, Exact. du récit. Puis je trouve que ça résume bien la ligne de force du film. Puis, tu sais, ce qui est fou, c'est que, bon, il y avait Simon Beaulieu qui avait fait Godin. Oui. Puis Simon, de la façon qu'il a fait son film, il a fait des entrevues avec des gens qui avaient connu Godin. T'sais. Puis évidemment, il y avait plein d'archives, mais la structure du film repose sur des entrevues. Puis je me disais aussi, ça, c'est un autre défi que j'ai, à travers lequel, que je devais relever. Comment faire pour me distancier aussi du travail de Simon? Essayer de faire une œuvre qui soit différente, puis qui puisse incarner aussi qui puisse suivre le chemin cinématographique que je me traçais dans ma tête, qui fait partie de mon évolution. J'étais rendue à essayer de faire ça. Et donc, en regardant les archives, je voyais que Pauline, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup la parole. Elle a donné plein d'entrevues, énormément. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que quand on commence notre carrière, on a une vingtaine d'années, bien, les médias ne s'intéressent pas à nous. Donc, il n'y avait pas d'archives du début de sa carrière en France. Elle a passé 8 ans, les 8 premières années de sa vie en France. Puis, vers la fin de sa vie, Pauline a une aphasie dégénérative. Donc, elle perd graduellement la parole, puis elle ne peut plus s'exprimer dans les médias. Donc, il me manquait, j'avais vraiment le corps de sa vie active à travers les archives, qui était très bien incarné. J'avais plein de fonds. J'ai fait de la recherche en Europe. J'ai suivi, en fait, tu sais, Pauline, c'était une star. Moi, je ne savais pas, mais c'était une grande vedette dans les années 50-60. Puis elle a donné énormément de concerts en Europe. Donc, il y avait beaucoup d'archives en Europe, partout. Je suivais tous les endroits où elle a donné des concerts. Il y avait évidemment des médias autour d'elle parce que c'était une vedette. Donc, j'ai retracé toutes ces archives-là, mais je n'avais pas, donc, ces archives du début et de fin. Une des personnes qui était très importante dans la vie de Pauline puis qui était sa meilleure amie quand elle est arrivée à Paris, c'est Kim Yaroshevskaya. Donc, Kim Yaroshevskaya, c'est la marraine de Pascal, sa fille. Oui. Et c'est aussi la marraine de Marie, la fille de Pascal. Kim, c'est Fanfreluche. Hein? C'est Fanfreluche. Exact. C'était Fanfreluche. Elle est Alors, décédée il n'y a pas longtemps. Moi, Fanfreluche, elle a marqué ma vie, mon enfance. Et qu'est-ce qu'elle faisait, Fanfreluche? Elle faisait une mise en contexte. Avant de nous raconter une histoire, elle ouvrait un livre, elle nous faisait une mise en contexte. Après, elle rentrait dans le livre, elle vivait l'histoire, puis après, elle sortait du livre, puis elle tirait une conclusion. Et je me suis inspirée de ça pour faire mon film. Wow! OK. C'est beau les parce contes que... de Fanfreluche ont inspiré la structuration exact. de ton film. Exact. Pauline Julien, intime et politique, hein, ça s'appelle. C'est ça. D'ailleurs, je dois dire que tu as un don pour les titres. Merci. De contenir une idée dans un titre, c'est pas facile. On peut chercher longtemps des titres de films, on le sait. Oui. Mais Pauline Julien, intime et politique, wow. Merci. Tout est là. Mais... OK, non, mais c'est une super histoire, ça. Donc... Puis en plus, c'était la meilleure amie de Pauline. Tout est dans tout, là. Tout comme est on dans dit. tout, exact. Puis là, je me suis dit, OK, ben, je vais demander à Kim de faire l'introduction puis la conclusion de mon film. Sauf que Kim, à ce moment-là, elle avait au moins 90 ans, puis elle avait eu une rupture des cordes vocales, puis donc, elle n'était pas à l'aise de parler. Alors, j'ai cherché, parce que Pauline avait énormément d'amis, puis dans son fond, il y avait beaucoup de correspondances. Elle a correspondu avec plein de monde. C'était vraiment quelqu'un d'inspirant. Dans ses correspondances, en tout cas, bref, je ne m'étendrai pas trop sur ça parce que je pourrais en parler juste d'elle pendant 2 heures. Mais j'ai trouvé un autre de ses amis, Alan Glass, qui est un grand artiste, aussi très peu connu au Québec, malheureusement, mais c'est quand même un grand artiste. Donc, qui a connu Pauline à Paris quand ils avaient les deux une vingtaine d'années, puis qui était à son chevet, en tout cas, qui était une des premières personnes à la trouver morte, en fait. Oui. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui pouvait me raconter tout le début de la carrière de Pauline, mais aussi sa fin tragique. Alors, je suis allée le voir parce que maintenant, il habite au Mexique.
Et une autre chose qui est intéressante, dans le journal intime de Pauline Julien, parce elle tenait aussi un journal intime, elle parlait toujours énormément de la mère. Je voyais toujours ce motif-là comme une récurrence dans ses écrits. Puis je me disais, la mère, donc, c'est quelque chose d'important pour Pauline, donc ça va devenir une métaphore dans le film. Et comme j'allais tourner une entrevue avec Alan Glass au Mexique, bien, j'ai fait toute la côte de Oaxaca au Mexique pour aller tourner la mère, mais dans tous ses états, pour qu'elle puisse justement, comment dire, illustrer l'intime, parce qu'il y a l'intime, il y a le politique dans mon film. Donc, tout l'intime, en fait, devenait l'onirisme, en fait, une dimension onirique dans le film. Et donc, la mère est devenue aussi importante dans le film que dans les écrits de Pauline. Ça aurait été un autre beau titre de film, La mère dans tous ses états. En effet. Un autre film. Ah non, Alan Glass. Puis ça aussi, c'est un choix audacieux parce que la seule personne qui est interviewée de façon contemporaine dans ton film, c'est lui. Exact. C'est Alan Glass. Il n'y en a pas d'autre. Non. Le reste, c'est les archives extraordinaires. Il y a une qualité de recherche dans ce film-là hallucinante. Évidemment, comme tu disais, tu as eu accès aux lettres et aux correspondances écrites, mais le film n'est pas bâti à partir de cette entrevue-là. Elle y contribue. Ouais. Mais ça, chapeau, parce que ça aussi, il faut le faire. Là. Construire un film, un film documentaire sur un personnage historique, entre autres, mais sans entrevue ou presque. Sans entrevue. En fait, je trouvais que Pauline s'exprimait très, très bien par elle-même, en fait. Puis, tu sais, on parlait de faire confiance aux spectateurs. Puis, tu sais, l'entrevue est très utile. Moi, j'adore faire des entrevues. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui lève le nez sur l'entrevue, même si elle a mauvaise presse auprès de certains documentaristes. Moi, je l'aime parce que je trouve que on est capable de créer un lien avec quelqu'un, on est capable d'aller chercher des informations, ou en tout cas une histoire qu'on ne peut pas aller chercher autrement. Donc, Ouais. moi, je ne lève pas le nez sur l'entrevue, je l'aime. J'essaie d'y réfléchir pour l'amener à un autre niveau, d'essayer de lui donner des lettres de noblesse, des lettres, en fait, de la lier au cinéma. Je veux pas qu'elle ait l'air plaquée, je veux l'intégrer. Fait que j'essaie de réfléchir. J'aime ça, trouver des nouvelles façons de faire des films. T'sais. Puis je trouvais que cette inspiration-là de Fanfreluche m'amenait justement, me donnait une espèce d'image ludique. Personne ne le sait, mais moi, je le sais que ça m'a inspiré puis que ça m'a aidé à créer la structure du film. Mais même si personne ne le sait de façon probablement très subtile, ça contribue à l'histoire, ça contribue à ce que le film donne comme ambiance, comme atmosphère, comme façon de nous, spectateurs, recevoir l'histoire. Exact. Même si c'est en souterrain, moi j'adore aussi ce genre d'histoire-là. Parce que ça fait partie des questions qu'on se pose quand on fait un film. Tu sais, moi aussi j'enseigne le cinéma, puis ce que j'aime beaucoup, c'est justement, regardez, oui, votre matériau brut, c'est le réel. Mais on va y mettre notre propre subjectivité parce qu'on prend des décisions tout au long. Et comment on le représente, ce réel-là? Donc, toi, et souvent, le réel, tu le sais, on parle de ça depuis le début, c'est le réel qui nous inspire. Alors, toi, c'est le réel de Pauline Julien et sa grande amie Kim Yarachevskaya. Voyons. Yarachevskaya. Merci, Yarachevskaya, je l'ai eu. Qui t'a inspiré à raconter l'histoire de cette façon-là. Oui. Là, je serais curieux, dans ton évolution, de savoir, dans ton évolution, donc, Pauline Julien, intime et politique, comment t'es arrivé dans la forêt? C'est quoi le lien que tu fais là, entre ces films-là? Bien, bon, premièrement, quand j'étais adolescente, ma mère s'est fait